Bonjour à tous, cette émission elle a été enregistrée avant qu'on ait le matériel nécessaire, donc les micros, les enregistreurs et tout. Donc le son il est tout pourri, ça fait partie des épisodes pilotes. Mais rassurez-vous, on revient au plus vite avec des émissions avec un son de qualité, dès qu'on pourra enregistrer, mais là avec le Covid-19 c'est pas possible. Donc voilà, prenez soin de vous, bonne écoute, bisous. Coucou! Bienvenue dans Pause Clé, le podcast qui analyse et critique les films et séries d'animation. J'ai déjà tué Brice. Je suis Antoine et pour vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Léna, Bonsoir. de Brice, de Sarah Bonsoir. et d'Alexandra. Et depuis notre studio d'enregistrement en URSS, on va parler ensemble de Tout en haut du monde, sorti en... Mais c'est vrai, Tout en haut du monde, donc, qui est sorti en 2016 de Rémi Chaillet. Alors, est-ce qu'on peut réaliser un récit d'aventure dramatique en animation ? Vous aurez la réponse en fin d'émission. Mais avant tout, bande-annonce. À la prochaine expédition, tu m'accompagneras. Je te le promets. Mon bateau n'a toujours pas été retrouvé. Hélas, les recherches du Davaï n'ont rien donné. J'ai trouvé la preuve que les recherches du Davaï n'ont pas été faites au bon endroit. Ça suffit! On dirait votre grand-père avec son pôle Nord. Il a ruiné l'Empire et nous avec. Sacha! C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davaï. Alors, ma petite demoiselle, faire attention, vous mettez les pieds. Ça mérite pas un petit baiser? Hé Pas question de renoncer maintenant. C'est tellement beau. J'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha. Tout en haut du monde. Donc pour commencer, Léna, tu peux nous résumer rapidement l'histoire ? Alors oui, c'est l'histoire de Sacha, qui est une petite fille qui a 14 ans. L'histoire se passe en 1882 à Saint-Pétersbourg. Elle a 15 ans, ok ? Et elle s'appelle Alexandra, merci. Non, elle a 15 ans. Oh, un Pardon. débat. Oui, et bah voilà, moi j'ai noté 14 ans, bon 14-15 ans. Qui est passionné par les découvertes de voyages de son grand-père qui part découvrir le Grand Nord sur son bateau, le Davaï, et qui en fait n'est jamais revenu. Et lors d'une soirée de bal où elle va aller dans son grenier, elle va trouver le vrai itinéraire et elle va comprendre qu'on ne fouillait pas au bon endroit pour retrouver le Davaï. Elle va essayer d'aller parler au neveu du tsar pour engager des nouvelles recherches et en fait elle va ruiner la réputation de sa famille parce que comme quoi elle aurait mal parlé à la famille royale et du coup tout le film ça va être son voyage et son récit à elle qu'elle va monter sur un bateau avec un équipage pour retrouver le Davaï et retrouver j'ai pas le mot, De son grand-père. non, l'honneur de sa famille, voilà. En Ah. fait, elle veut, c'est pas, Elle a c'est sur parlé trop l'honneur de sa mal. famille. Oh, je parlais trop mal. Alex, niveau réalisation. Niveau réalisation, c'est Rémi Chaillet qui réalise donc Tout en haut du monde. C'est aussi le réalisateur du prochain film qui va bientôt sortir, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui sortira donc prochainement. Il a été aussi... Il a été les Russes là non. Il a été aussi assistant réel du film Le Tableau et premier assistant réalisateur pour Brendan et le secret de Kel. En Oui. fait, t'aurais dû présenter en russe. Et après, on aurait coupé, on aurait traduit, ça aurait été super drôle. Значит, Rémi Chaillet. On vous avait dit qu'on était en URSS. Oui, et Calamity, et c'est sur la même direction artistique que Tout en haut du monde aussi, ça a précisé. Pour le budget, alors le film, il a coûté 6 millions d'euros, avec une recette mondiale de 60 352 euros. Enfin, dollars, pardon. Et ça fait pire. Ça fait 54 751,33 euros. Et ça fait vraiment mal au cul. Oh, mais c'est si Parce bien. que... parce qu'on aime bien. Cocorico. Ouais, c'est ça. L'animation française. Ouais. Et voilà, parce que Sarah, il y a eu des réactions de la presse.
Alors la presse a beaucoup apprécié Tout en haut du monde. Donc pareil, j'étais à la recherche de critiques un peu marrantes à raconter, des trucs un peu durs, toujours rien. Donc en fait on a VSD qui note 4 étoiles et qui nous dit une petite fille à la recherche de son papy explorateur dans la Russie du 19e. Poétique. J'ai trouvé que le mec avait l'air très inspiré. Grave. Je me demande s'il a vraiment vu le film en fait. Pushkin, oui. Ensuite, on a l'Express qui a noté 4 étoiles aussi et qui nous dit un dessin animé intelligent qui n'embellit pas la nature humaine sous prétexte que le cœur de cible se situe autour de 10 ans. Ça, voilà, moi j'en suis. Est-ce que vraiment la cible sont les enfants de 10 ans? Je suis pas sûre. C'est vrai que c'est une héroïne, elle est jeune, donc on pourrait dire que ça parle aux enfants. En vrai, je pense que ce film, si ça avait été un live action, si ça avait été avec des acteurs, je pense qu'on parlerait d'un film pour adultes parce qu'il est quand même dur. On a quand même droit, désolée, je vais spoiler dès maintenant, mais à papy au rayon surgelé, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment divulgaché parce que. Est-ce que cette. Enfin, on y reviendra, mais moi ma question c'est est-ce que cette scène elle est vraie ou est-ce que c'est son rêve? Ça, je pense qu'on en reparlera. On en reparlera plus tard. On garde ça sur l'oreille. On garde ça au frais. Allez, c'est pour moi. Et une dernière, je termine sur la critique de La Croix, qui nous dit « Lors du dernier festival d'Annecy, le cinéma d'animation français avait brillé et Tout en haut du monde était l'une de ses plus belles étoiles. Un astre à la beauté glacée dont les rayonnements refroidissent le spectateur au sens propre du terme, mais jamais au sens figuré, car ce récit d'aventure à la construction aussi solide qu'un brise-glace parvient à faire ressentir le froid extrême que doit endurer Sacha. » Les taureaux ascendant Verseau sur la lune en bélier. On peut critiquer les spectateurs qui font des critiques, mais les professionnels sont... Elle est insupportable, hein, c'est super pédant. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Brice, est-ce qu'il a reçu des prix de film? Quelques-uns à la hauteur de l'argent qu'il a récolté, je pense. C'est surtout des petits festivals. Mais il a eu le prix du public du festival d'Annecy en 2015. Il était aussi finaliste pour le Cristal, toujours à Annecy, du long métrage. Mais ce sera finalement Avril et le monde truqué qui l'emportera. Donc apparemment cette année, si tu n'avais pas le mot monde dans ton titre, tu pouvais pas te sélectionner. C'est vrai. Après les autres, je sais pas si j'ai les détails parce que c'est... Non, le prix du jury, c'était Samusuberi Misukusai de Keiichi Hara. Ah mais à Annecy. À Annecy, oui, pour le prix du jury. J'ai cru qu'on parlait de choses de l'autre. Quand j'ai vu le film, il était en course pour être nommé au César. Eh ben, loupé. Ça n'a pas été. Une succession de petits échecs. Non, après, il y en a plein d'autres, mais c'est genre le Grand Prix de Tokyo Anime Award pour le Tokyo International Anime. Anime, je ne sais pas, faire en 2016. Le Cartoon Movie Tribute du meilleur réalisateur au Festival Cartoon Movie à Lyon. Le prix du jeune public au Festival Anima à Bruxelles. C'est beaucoup de petits prix, en voilà, fait. Il a été nommé aussi pas mal, mais c'est... Exactement. C'était la première fois que vous le regardiez, ou c'est... Dans quelles conditions vous l'avez regardé? Peut-être Sarah. Alors moi, c'est la première fois que je le regardais. Je ne l'ai pas vu quand il est sorti au cinéma. Figure-toi que j'ai dû acheter le film en DVD. T'as le DVD? Ouais, j'ai le DVD. Cette fois, j'ai fait les choses bien. Tu l'as mis dans ton magnétoscope avec... Et en fait, quand je suis allée l'acheter, je me suis dit, mais plus personne n'achète de DVD aujourd'hui. J'ai cru remonter le temps. Je me suis dit, allez Marty, monte dans la DeLorean. On va aller dans les années 2000 pour aller récupérer le DVD. Mais ils sont en 2015. Marche pas. Non, mais le DVD, le fait de le prendre en DVD, c'est ça qui me paraissait si vieux. Enfin bref, en tout cas, en allant à la Fnac pour aller l'acheter, ça m'a rappelé en fait le peu d'estime qu'on a quand même pour l'animation. Parce que quand tu trouves Tout en haut du monde à côté des épisodes de L'Âne trop. Putain, sérieux? Oui, c'était à côté des ça me vénère. Tout est un peu mélangé. Après, c'est la même histoire. Hein. Oui. Et bah, dans le même genre, le respect de l'animation 2.0. Nous, alors moi, je suis allée le voir au cinéma quand il est sorti. Et à l'époque, j'étais à Lyon. Et j'avais cours et il sortait que dans le petit cinéma Comédia, c'est un cinéma un peu d'auteur à Lyon. Et les horaires étaient que en milieu d'après-midi, genre 14h, 16h. Pour les enfants, quoi. Voilà, et du coup, j'ai dû
séché des cours. Attention, j'ai quand même, bon, après, école de merde, j'ai eu mon année, mais genre, j'ai dû sécher des cours pour pouvoir aller le voir, et sinon, on ne pouvait pas le voir. C'est le problème de l'animation en heureusement que tu général l'as aimé, au hein. cinéma. Et oui, j'ai adoré. Puis un problème de distribution aussi, peut-être, enfin, clairement, hein, pour le film. Brice, Moi, j'avais vu vite fait l'affiche, à mon avis, à sa sortie, mais je pense qu'en fait, il faut vraiment que je me mette au plus petit film, parce que véritablement, je regarde des Pixar et des DreamWorks et des Disney, quoi. Ouais. Et donc là, je l'ai vu pour la première fois avec Virgin Touch for the very first time. Et, ouais, bah, sur ma tablette, donc je pense que ça méritait un peu le cinéma, je pense, parce que les paysages sont cool, donc un peu déçu, je pense. Ouais. Ça. L'ambiance de la musique aussi. Qui Ouais, joue, ouais. Il y a un jeu sur le son, mais on va en reparler, genre en le re-regardant tout à l'heure, genre juste un travail du son. Ah oui, on oui. en parlera, On en parlera plus tard, mais effectivement. Comment ça a été fait. Et oui, tu l'as payé sur iTunes plein pot. Le prix du DVD, parce que bah, j'ai vu dans le monde et ça, moderne, tu vois, c'est le futur. C'est ce que je dis, je suis repartie dans mon passé. Et toi, Alex? Je l'ai vu au cinéma, absolument pas à sa sortie. Il est repassé à la Cinémathèque à Paris. Voilà. Il était présenté en présence du réalisateur, donc qui a un peu présenté son parcours avant le film. Je l'ai vu avec ma mère, et puis bon, voilà, en tant que deux bonnes Russes, voilà, on était là, mère-fille, face à notre patrie, on va dire ça. Et c'est vrai que voilà, donc Rémi Chaillet avait présenté les premières images de Calamity déjà en 2016. Bravo. Quand il à la Cinémathèque. Les présentations Donc, sont maintenant faites. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va passer un petit extrait du film. Debout, princesse. Il fait encore nuit. Non, il est 5 heures. Moi, je suis levée depuis une demi-heure. Vous pouvez me passer ma robe? Je t'ai trouvé cette blouse. Ta robe, je la garde au cas où t'aurais l'idée de me fausser compagnie. Fais pas la tête, je t'ai apporté une bonne catcha au lard pour bien commencer la journée. Je peux avoir des blinis plutôt? Avec du caviar aussi. Je te donne 10 minutes pour te préparer. Râle pas, ça vient. Il y a le Golubski qui s'impatiente. Oui, je viens de finir de préparer. T'as bien fait comme je t'ai dit? Oui. J'en ai assez de cuisiner. Je pourrais pas servir à table? Je saurais faire. La gouvernante m'a montré. Tu sais, c'est pas des aristos, les bonnes manières, ils connaissent pas. Bah justement, ça va être plus facile. Crois pas ça. T'as qu'à porter à boire pour la table du fond. Merci. Les haricots! Ça vient, ça vient. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Oui, oui. Par ici! J'arrive. J'avais pas demandé du vin, je veux une bière. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous voulez pas le goûter? C'est très bon, vous savez. Eh ben, s'il est très bon, t'as qu'à le boire toi-même. Voilà, on a pu écouter la séquence où Sacha va commencer à travailler pour Olga, l'aubergiste. Au scénario, on a Claire Paoletti, donc la co-scénariste, la scénariste, pardon, elle a été co-scénariste sur le court-métrage Bang Bang, qu'on avait vu de Julien Bissaro. Elle a fait le scénar de quelques épisodes de Titeuf et Zap Collège. Alors, les gens qui lisaient des BD de Glénat savent. Et donc, ils se sont rencontrés avec Rémi Chaillet à la Poudrière. Ils ont travaillé ensemble et ils ont été inspirés par Jules Verne, Gustave Doré. J'ai failli dire Julien Doré. Très inspiré de Lolita. Après, il y avait Patricia Valex qui a été au scénario et au dialogue. Elle a fait les dialogues de Pachamama, le scénar de plusieurs courts-métrages. Elle travaille avec Claire Paoletti du coup depuis le début du projet. Et après, c'est Fabrice de Costil qui lui a été script doctor en fait sur le film parce que il y a eu des problèmes du coup de scénario. Il a fallu à un moment mettre quelqu'un qui connaissait rien au projet pour savoir ce qui allait pas. Donc notamment le personnage de Sacha qui était antipathique évidemment parce que c'est l'aristocratie russe, donc une petite fille pétée de thunes qui veut retrouver son grand-père, grosso modo, on a assez peu d'attaches en fait normalement à la base. Et du coup, il a aidé à la rendre plus empathique, à rajouter des scènes peut-être qui étaient plus C'est poignantes. lui qui a fait les dialogues, je crois. Ah oui, pardon. Alors, les il a dialogues. changé les dialogues C'est ça, effectivement. Et il a rajouté des persos secondaires, il a mis des enjeux dans le film aussi, que ça manquait.
J'imagine même pas ce que ça devait être. Ouais, Ouais. Et Chaillet, il a recommencé complètement l'animatique qu'il avait fait une première fois et ça lui a pris 10 ans pour faire le film. Et c'est un mec, Fabrice de Costil, il a bossé sur les Guignols de l'info, Julie Lescaut et Funky Cops. Oh non, mais c'est tellement aléatoire. Oui. Si vous voulez ajouter quelque chose, Sarah. Alors moi, du coup on va parler de ce personnage alors de Sacha parce que ça m'étonne Oui. quand tu me dis voilà qu'elle a été retravaillée pour avoir l'air plus Empathique, ouais. empathique. Moi d'abord, je vais d'abord parler en bien de Sacha. Moi j'ai beaucoup apprécié de suivre les aventures de cette héroïne parce que c'est un personnage qui n'est pas cliché. C'est-à-dire que d'habitude on a toujours droit alors j'ouvre de grands guillemets, on a toujours droit à des garçons manqués. Alors, j'ai cette expression en horreur, mais comme ça vous voyez bien de quoi je veux parler. C'est que donc c'est une enfant qui est intelligente, qui est curieuse, qui est audacieuse. Elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte, elle se plaint quasiment jamais. Alors que toute sa vie, comme tu disais, elle fait partie de l'aristocratie. Elle a vécu avec des domestiques, tout ça. Et elle n'a jamais eu à faire la vaisselle. Moi, je fais la vaisselle et je me plains encore, toujours. T'es pas aristocrate, hein. Et t'es pas russe. Alex, elle a la moitié. Non, mais c'est ça. Donc, elle a eu à faire ça et elle se plaint pas. Et donc, bref, tout ça pour dire que elle est douce, elle est bien éduquée. Elle met des robes, elle danse. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas essayé d'en faire un personnage un peu plus masculin. On n'a pas essayé de nous dire c'est un bonhomme quand même, et c'est pour ça qu'elle réussit. On ne supprime pas sa féminité. Elle n'est pas non plus extrêmement féminine. Elle est vraiment entre les deux. Et c'est ce que je trouvais qui était vraiment très intéressant parce qu'on a rarement ce genre de cas. Petit exemple vite fait comme ça, rebelle, parce que c'est souvent voilà. Pour le coup, elle, on a quand même voulu nous montrer un personnage en mode elle aime pas les trucs de filles, c'est pour ça que c'est un personnage féminin fort, soi-disant. Alors que avec Sacha, c'est pas le cas. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Léna. Moi, pour revenir sur les inspirations du film. Donc effectivement Jules Verne, Gustave Doré, et il y a aussi, parce que je cherchais un peu, je me disais, bon, les teintes du film sont douces, sont fabuleuses, sur mon avis, je suis pas du tout objective. Les couleurs sont super belles, et je m'étais dit, bon ok, Jules Verne c'est un bouquin, Gustave Doré c'est de la gravure, d'où viennent les teintes. Et en fait c'est Répine, alors je sais pas comment on le dit en russe, oui, c'est Répine. La russe est pas là. Il est épine. Ah voilà. Vous voulez la voir. Elle l'a dit d'une façon évidente. Enfin, c'est qui est du coup un artiste peintre russe qui fait partie de ce qu'ils appellent le groupe ambulant, ce qui correspondrait vaguement dans nos dates et au style aux impressionnismes nous français. Et du coup les teintes sont vraiment chouettes. Après donc ça c'était pour la colo qui est aussi inspiré des affiches de pub pour les compagnies ferroviaires des années 40 et 50. Et on retrouve vraiment en fait du coup ce détourage avec par exemple quand il y a l'eau et le bateau au fond ou avec une grosse partie claire, une partie foncée, enfin des gros contrastes qui sont marqués. Et pour l'histoire, qui est inspirée de Ernest Shackleton, qui est un navigateur qui a vécu 22 mois emprisonné dans la glace au 19e siècle et qui est un Irlandais. On pourrait faire référence au film d'avant sur lequel Rémi Chaillet a travaillé, qui était un conte irlandais. Enfin, où il a travaillé en tant que assistant réalisateur. Et voilà pour la suite des références. Et pour ce qui est du scénario, non, je rejoins Sarah sur le fait que effectivement c'est un personnage qui est sur le papier pas du tout attachant, blonde, riche, qui suit le grand-père pour l'honneur de la famille. Tu te dis bon, c'est un peu bateau. Et en fait le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour, qu'il n'y ait pas d'histoire de mariage, qu'il n'y ait pas d'histoire d'argent à la fin, en fait elle revient et à la fin elle est juste, c'est pour elle, elle avait envie de retrouver son grand-père, de résoudre l'énigme et c'est fait. En fait c'est juste pour elle, c'est l'histoire de son incarnation à elle. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Dans les clichés qu'on a d'habitude. Voilà. Alors que c'est vraiment en frontière, ça frôle et tu te dis ça pourrait. Et ils en jouent et non, vraiment bien. En fait, alors ça va être peut-être con, ou alors peut-être que voilà, y a aussi une habitude de ce type de personnage. Mais c'est vrai que pour connaître
vraiment très 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 bien, enfin pour une française en tout cas, la littérature russe ou en tout cas la culture russe et les contes russes particulièrement, c'est des personnages qui sont extrêmement communs. Voilà, ces aristocrates qui sortent de leur zone de confort pour mener une quête. Ou la quête du grand amour, ou etc. Mais en tout cas, ce sont des personnages. Enfin, je sais pas si c'est parce que voilà, j'ai ce petit truc en plus de culture russe qui fait que moi personnellement le personnage m'a absolument pas. À aucun moment je me suis dit. T'as pas surpris Non, pas du tout. Enfin, genre pour moi en fait ça faisait. Enfin, c'est pas que c'était normal pour de l'aristocratie russe, mais c'est vrai que j'étais plus concentrée sur la représentation de Saint-Pétersbourg finalement, qui est magnifique, avec cette très très grande rivière qui la traverse, ces grandes étendues d'eau en fait continuellement, même à Saint-Pétersbourg, qui fait que voilà j'étais plus je sais pas, je me suis pas réellement concentrée en fait sur le côté antipathique du personnage. Mais sans parler du côté antipathique, je veux dire, tu as quand même vu beaucoup de films d'animation, même des films tout court. Ouais. C'est quand même rare d'avoir un personnage féminin comme ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je parlais surtout de ça, en fait, de la manière dont elle est traitée. Ah non, mais ça, pour le coup, je te rejoins totalement sur ce sujet-là, dans le sens où, par contre, ce type de personnage féminin dans les contes russes... On en a plus ? Non. C'est ça, moi j'allais poser la question, est-ce que du coup elle fait référence, que j'ai cherché, je me suis dit, au début j'ai cru que c'était une histoire vraie. Oui, moi aussi, mais non, enfin je pense pas que je sache. Après voilà, j'ai on va dire une connaissance partielle, encore une fois, enfin pour une française plus importante, mais qui reste très partielle. Après, le conte tout simplement de Baba Yaga qui est quand même le plus connu, le personnage féminin reste donc féminin et à la fois voilà est un personnage féminin fort. Brice, sur le scénario. Voilà. Sur le scénario, moi je le trouve assez pauvre en fait, et heureusement que c'est un film en 2D, parce que si ça avait été un film en 3D, ce serait pris une grosse claque. Visuellement il est très beau, mais que ce soit les enjeux ou même la fin, j'étais quand même déçu. Enfin, moi, je pense qu'à sa place, j'aurais eu le seum que ce soit ça le. Ouais, j'ai un carnet, cool. On s'est tapé tout ça pour rien. Et oui, enfin. Ah ouais, ça t'a pas touché. C'est ça qui est beau. Eh ben, je suis d'accord avec Brice. C'est pour ça que j'ai commencé avec comment dire, avec douceur, en donnant les bons côtés de Sacha, parce que c'est vrai, après je le pense, mais je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai rien ressenti dans ce film. En fait, c'est ça qui m'embête. Sans rentrer trop dans les détails. Alors moi, dès qu'il y a des histoires avec des papis, papis qui meurent, papis tristes, papis ce que tu veux, moi je chiale. Et là, je n'ai pas eu, mais même pas l'œil qui larmoyait un peu. Et vraiment, je crois pas que c'est le but, c'est qu'on pleure. Moi, j'ai pas été touchée du tout, en fait. C'est ça que je veux dire. Même que, enfin, moi, tu me mets n'importe quelle scène avec des vieux, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que t'as pas besoin de me faire quelque chose de vraiment triste. Je chiale, ok ? Et là, rien. Je n'ai rien ressenti, ni pour elle, ni pour son aventure. Enfin, voilà. Ok, Léna. C'est pas le but en fait. Le but c'est pas de te faire pleurer. Le but c'est pas de te faire rêver d'aventure. Le but c'est pas de te faire frissonner. Le but, c'est un voyage poétique, en fait. C'était posé, tu vois. Et même elle, il n'y a pas une envie d'amour, il n'y a pas une envie d'aventure, il y a une envie de savoir où est vraiment son grand-père et de montrer qu'elle a raison. Il n'y a pas d'envie. Dès le début, tu ne te dis pas « Waouh, c'est Mulan, elle monte sur son cheval. » Elle cherche pas à retrouver, en fait, son grand-père vivant. Non, c'est ça. Oui, non, moi je dis pas qu'elle essaie de chercher son grand-père, mais quand même, un film, je trouve que c'est censé te faire ressentir quelque chose. Sinon, tu fais un tableau. En fait, voilà, je l'ai regardé comme un tableau. C'est-à-dire qu'il est très beau. Il est très beau, comme on peut apprécier un tableau. Mais je n'ai rien ressenti. Et pour moi, un film, ça doit quand même te faire ressentir quelque chose. N'importe quoi, même du dégoût ou de la frustration, mais ça doit te faire ressentir quelque chose. Alex ? Pour revenir en fait, alors c'est vrai que moi j'ai un point de vue un peu particulier sur le film étant donné que moi ça me parle totalement, étant donné que c'est un secret pour personne dans le sens où voilà, c'est la Russie, finalement c'est la Russie qui est traitée autrement que par l'URSS et les méchants soviétiques et finalement moi ça m'a manqué un peu. Non mais mine de rien ça accent russe. Tu peux être communiste. Non mais réellement pour quelqu'un pour en tout cas quelqu'un comme moi qui a cette double culture, ça fait du bien
réellement. En plus le personnage a le même prénom que moi, MDR, donc c'est cool, mais c'est pas le sujet. Cherchais le nom. Je dis, attends, Sacha. Mais oui, mais. Sacha. Ouais, on a eu un jeu. Oui, Sacha, c'est Alexandra. En fait, genre aujourd'hui, les Européens utilisent Sacha comme un vrai prénom, alors qu'en fait, c'est un prénom russe. Okay. C'est un surnom russe, slave. Comme Titouan. Voilà. Tu veux dire Tristan, en vrai. Non. Au-delà de ça, donc c'est vrai que voilà, le film parle énormément à cette culture russe. Dans le sens où, voilà, ce côté, la recherche de l'ancien, la recherche de sa famille, c'est pas voilà, c'est juste intrinsèque en fait à notre culture et en fait on prend soin de nos anciens en Russie et c'est vrai que voilà, en fait je le trouvais très honnête dans le traitement de la Russie. Pour un film qui est européen, ou occidental. Non, mais après, sur tout ça, je ne peux pas trop en juger, et même si, pour le coup, je pense que je suis d'accord, sur le Saint-Pétersbourg, etc., c'est quand même assez chouette, mais je le trouve peu convaincant, en tout cas dans ses enjeux. Juste, le moment où elle essaie de convaincre l'équipe de venir avec elle, elle se base sur quoi? Elle connaît la superficie d'une mer et l'âge du capitaine et qu'il a un tatouage sur les fesses. Oui, moi aussi j'ai pas compris. Et c'est ça qui les fait... Non, mais après c'est le... C'est pas des arguments. Et pour moi, tout le film est un peu... on sait où il va, mais les actions et les conséquences... c'est pas assez justifié. Ouais. Je viens de lire une critique sur Sens Critique d'un type qui reprochait au film que il y a trop de neige. Non, les personnages ne parlent pas russe. Et que surtout, il y a cette scène qui, selon lui, pour les enfants, est vraiment pas pédagogique, où il tue l'ours blanc. Moi, j'ai pas aimé ça. Il en reste 7 en 2019. Là, c'est en 1882, il y en avait 4 milliards. C'est en 2015. Le film n'a pas été fait. En 2015, il y en avait 10, putain. Je trouve que c'est exagéré. On nous parle de réchauffement climatique, t'as vu tous les glaçons qu'il y avait dans le film? Non, mais réellement, il y a quelqu'un, tu sais, genre, il a dit, genre, ouais, j'aurais mis 6 au film, mais finalement, j'ai mis 5 sur 10 à cause de l'ours blanc. Moi, après, par contre, moi, sur les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé le second du capitaine, le frère, parce qu'il a une évolution qui fait plaisir à voir, parce qu'à la base, c'est quand même un enculé, enfin, il a des magouilles, quoi. Les grands mots, tout de suite. Pardon, c'est un empoté. Et Olga aussi, l'aubergiste, je trouve que elle fait apprendre la vie à Sacha, donc Sacha, c'est grâce à ça aussi qu'on est un peu attaché à elle. Et Elena me fait comprendre que je suis cucu, mais non, il y a un truc. Non, parce que je viens te défendre, alors Antoine, je suis d'accord pour Olga. Je trouve que c'était un personnage très intéressant et surtout, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que elle joue un rôle qui d'habitude est joué par des hommes le plus souvent. Oui. En fait, on a une espèce de le maître ninja, tu sais, le maître Shaolin. Le sensei, c'est un aubergiste. Voilà, qui va entraîner le héros et tout. Et en fait, c'est un peu ça, et c'est ce qu'elle fait. Et c'est intéressant que ce soit une femme. Et donc, il y a énormément de bienveillance et tout, sans qu'on vire non plus sur le côté maman qui serait un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Que souvent, quand on a une femme comme ça qui va s'occuper de quelqu'un, il y a souvent un petit côté un peu maternel et tout. Là, on l'a pas. Et je trouve qu'on a une femme forte qui a du caractère et qui va lui apprendre plein de choses. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme personnage. Après, je sais pas si c'est pertinent, mais la femme qui double, désolé si tu t'appelles Christiane ou peu importe, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais je trouve qu'elle force un peu ce côté franchouillard. Je suis un poil d'accord. Et sur les dialogues de manière générale, les voix de manière générale, même tu disais que t'aimais bien la voix de Sacha, je trouve que son timbre est cool, mais quand elle parle, à un moment elle dit « Je vous dis, c'est tout, hein !» Avec le E préposal, mais non, parisienne, et j'ai fait mais moi ça me sort en fait. Ouais, mais elle est bourgeoise, alors tu vois quand tu les allies avec les parisiens, désolé, ça me choque pas. On peut, pour faire un peu la transition, oui, pardon, vas-y Sarah. Désolée, vu qu'on parlait des personnages secondaires, je termine juste sur un autre personnage secondaire que je trouve intéressant, même si on le voit très peu, c'est l'ami
de Sacha, Oui. sa copine. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec elle, c'est que, alors, elle s'intéresse, on voit qu'elle s'intéresse plus à sa robe et au beau garçon, mais en fait, on la juge pas du tout pour ça. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas en faire un contre-exemple pour que Sacha paraisse plus cool, entre guillemets, à côté d'elle. Elle est simplement là pour qu'on se rende bien compte que Sacha, elle est différente des autres enfants de son rang et de cette génération. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on ne se moque pas de cet enfant-là. C'est juste un rappel de son âge. Ça aurait pu être un petit garçon, ça aurait été pareil. Donc encore une fois, je voulais juste faire remarquer qu'il y avait une bonne écriture au niveau des personnages féminins, et c'est rare. Ouais, je suis d'accord, j'avais noté aussi que tous les personnages, ils étaient bien travaillés, ils avaient un sens. Effectivement, ils sont peut-être trop poussés ou quoi, je suis d'accord dans le dialogue ou dans le truc où le frangin, il est un peu trop cucu, c'est celui qui est le méchant à côté du grand frère qui est un peu trop... Mais ils ont tous quand même un rôle, et c'est rare d'avoir que des personnages secondaires qui ont un rôle dans l'histoire. Genre généralement, dans un film, t'as toujours des personnages où tu dis « Oh lui, il est vraiment là que... » T'as toujours un Olaf. Non mais c'est ça, il est là que pour faire présence de... Et dans ce film-là, je me disais « Oh lui, bah non, il sert là-dedans. Bah non, lui, justement, il met en avant et en même temps, il est pas dénigré. » Ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Ouais. Ce qui est très bizarre, je vais juste vraiment finir pour dire c'est très bien écrit et pourtant je n'ai rien ressenti. Et pourtant, Rémi Chaillet, son but dans l'histoire, justement, c'est que on ressente vraiment de l'empathie pour les personnages, qu'on soit avec eux dans l'émotion. Donc c'était vraiment tout ce travail-là qu'il a réalisé, et c'est pourquoi il s'est un peu battu. Oui. Ouais, mais dans ce cas-là, tu rends pas une scène comique avec des mouettes qui te chient dessus. Moi, ça m'a pas fait rire. J'étais là, c'est pas un moment sympa. On se faire chier par des. Il n'y a pas beaucoup de moments rigolos. Alors Non, c'est vrai, je le trouve un peu maladroit. Enfin, c'est même pas qu'il est maladroit, c'est qu'en fait le film n'est pas censé être drôle. Et donc du coup, quand il se dit qu'il va gagner un peu en légèreté en faisant une blague sur des mouettes qui chient, bon, c'est vrai que c'est maladroit. Mais vu que c'est pas son but, finalement, je le retiens pas tant que ça. Ouais, je suis d'accord avec Alex. Où, comme tu disais, Brice, que le film, s'il avait été en live action, ça aurait pas été un film forcément pour enfants, entre guillemets. C'est moi qui c'est toi, pardon, c'est moi ça. Et bah oui, mais c'est pas le but non plus, je pense, en tant que film d'animation. D'être un film pour enfants et d'avoir des blagues drôles, lourdes. Moi, je l'ai vu en me disant, j'y vais pas pour me parer. C'est pas ce que je dis non plus. Oui, non, pardon, mais du coup, effectivement, ça me choque pas. Effectivement, c'était... En fait, j'y suis pas allée en me disant ça va être un film où je vais me taper la poilade. Non, mais il installe une complicité qui, sur moi, n'a pas marché. En fait, sur Oui, plein mais de moments, ouais. les relations, j'étais là. C'est ça, je suis pas attachée à sa relation avec son grand-père, je trouve qu'elle fonctionne pas tellement. Je suis pas attachée non plus à sa relation avec le petit garçon. Ils ont voulu faire une amitié forte. Je trouve que ça fonctionne pas non plus. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin, tout le monde pourrait rentrer chez lui, il se revoit plus et c'est fini. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'écrit. Mais c'est ça pour moi. Oui. Pour moi, c'est qu'à la fin, ils rentrent chacun de leur côté. Ben, dans ce cas-là, ça marche pas. On parle de la fin. Je vais vous citer en fait les commentaires, parce qu'en fait, donc j'ai vu la version commentée du film par les réalisateurs, et l'équipe. Et donc il parle de la fin et il nous dit comme vous pouvez le constater, on n'en raconte pas l'arrivée de Sacha et de l'équipe à Saint-Pétersbourg à la fin. Donc. Mais on va le raconter par ces petites photographies qu'on a intégrées au générique. Ça a été un long débat, on a storyboardé plusieurs fins, mais ce qu'on voulait tous dire, c'est que Sacha, contrairement à son grand-père, elle a choisi l'équipe, elle a choisi d'être ensemble, de réussir ensemble. Tout seul, on ne réussit pas. Et finir sur Saint-Pétersbourg, ça aurait donné l'impression que ce qui est bien, c'est de rentrer chez ses parents, de devenir une petite enfant sage, d'épouser Catch éventuellement ou Tomsky, ce qu'on ne voulait pas. Donc l'idée, c'était pas une réussite sociale, c'est surtout de réussir ensemble. Et donc je cite ça parce que je trouve dans ce cas-là que ça marche pas. Comme je dis, moi j'ai l'impression qu'ils pourraient tous rentrer chez eux. Lui, s'il veut qu'ils finissent ensemble, dans ce cas-là, on devrait avoir l'impression que ça y est, c'est une nouvelle famille qui s'est créée. On voit quand même une image de l'équipe du bateau, tous ensemble. Et puis surtout, ils arrivent ensemble à Saint-Pétersbourg. Elle les présente ensemble à ses parents. Quand son père le serre dans ses bras, après elle les monte en disant c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir la réaction de son père avec qui elle était restée en froid. Et au final, ça met aussi la fin de l'histoire avec le père aussi. Ils arrivent à bord du Davaï sur Saint-Pétersbourg. Donc c'est vrai que là où... Non, il y a vraiment une notion de... Mais ça, c'est pas vraiment la fin. Parce que comme il disait, c'est des petits dessins. Moi, je pense que c'est plus pour éviter la frustration. Vous avez vu la scène post-générique ? Oui. Avec le petit drapeau qui s'envole. Le petit drapeau s'envole.
Mais Moi, voilà. j'aurais chialé, je pense, pourtant. Et alors, j'ai vérifié, c'est pas un Russe qui a mis son premier qui allait au pôle Nord. Bah, Parce que d'ailleurs, j'étais curieuse. c'est pour ça qu'ils ont en fait fait cette scène. Alors il expliquait dans les commentaires, Ah. c'est que comme c'est pas les Russes en fait, il disait que bon qu'il y avait une polémique là-dessus. Qu'elle aurait dû mettre un drapeau plus grand dans le... Et en fait comme c'est pas eux qui ont découvert, il fallait faire partir quand même ce petit drapeau pour dire bon finalement c'est pas eux quoi. D'accord. Et alors, anecdote vraiment nulle qui n'a rien à voir avec le film. Je sais pas si vous avez lu, c'est complètement nul, je sais que vous avez pas lu, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mike Horn, avant qu'il vende son âme au diable et qu'il fasse de la télé-réalité, il écrivait des livres qui étaient vachement chouettes, dont Latitude Zéro. Non. Pas du tout, Latitude Zéro, c'est quand il fait l'équateur. Bref, il y a dans un des romans, c'est Objectif pôle Nord, et son but, c'est d'arriver au pôle Nord et d'y arriver, enfin, de toucher le point... Le plus haut, ouais. Le point G. Le point N, non. Et en fait, tu peux pas. Dès que tu te rapproches du pôle Nord, il fait tellement froid que dès qu'il y a une box devant, t'as 17 secondes pour monter ta tente. Et donc lui, il en perd des phalanges. Il a plus de doigts. Et en fait, il n'y arrivera jamais et il est obligé de refaire tout son cursus pour se rapprocher au plus, mais c'est impossible d'arriver au pôle Nord. En fait, c'est pas possible. Sacha serait morte. Ouais. Concrètement, parce qu'il y a clairement un moment dans la boise de vent, je fais non, mais là il fait moins 32, meuf. Mike Horn, il était équipé, il a pas. C'est clair et net que t'es morte. Comme le stylo du grand-père qui continue de fonctionner alors qu'il doit faire Et les pages qui ne se craquent mais pas. c'est clair, mais c'est clair. L'humidité. Totale, on est d'accord. Pour faire un... Mais pour le coup, aussi, il faut parler du scénario, et un des inconvénients du scénario, je trouve que le journal est un peu un Deus Ex Machina. Ah oui. Bah, c'est un moteur. Dans le sens où, là, on peut arriver à cette scène qui est un peu mystérieuse, à savoir est-ce que le papy gelé est réel surgelé. Mais j'adore, on dirait le Captain Igloo, quoi. Je pensais papy Picard. Oui, j'ai failli le dire. Non, mais est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est... Et en fait, ce qu'il nous laisse entendre que ce n'est pas un rêve, c'est que en fait, elle revient avec le journal. Le journal. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas trouvé juste le journal et pour elle, le journal, c'était le reste? Oui, pour moi, genre, en fait, je l'ai pris comme ça, mais pour moi, le journal reste un Deus Ex Machina dans le sens où il cherche au mauvais endroit, et normalement, n'importe quelle personne normale qui cherche au mauvais endroit meurt gelée. Ah, ça aurait été génial. C'est la fin, les enfants. Mais elle, non, elle rentre avec le journal, elle dégèle le journal comme par magie, et dans le journal, il y a marqué exactement au point près. Il était bien conservé. Je vais faire juste une transition du coup vers l'animation. On va passer quand même vers la partie direction artistique. Il y a eu par rapport au scénario, ils ont dû enlever aussi une très jolie séquence, par exemple avec une baleine qui passait sous un bateau, qui était juste là pour faire joli en fait. Et sauf que manque de budget surtout, mais en même temps ça apportait et ça allait droit au but, ça servait pas au récit. Et du coup, ils ont dû enlever des séquences comme ça. Et en fait, le film est tellement beau, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter non plus. Hein, ça peut être le grand-père aussi, l'âme du grand-père. Ah, le grand-père qui passe sous le bateau. Ça aurait été génial. Ah, ça va, moi. Réincarné dans la baleine. Donc, à l'animation, direction artistique et storyboard, c'est Lian Chohan Yin Kwan qui est storyboarder aussi sur Calamity, donc le prochain film de Rémi Chaillet. Astérix et le domaine des dieux, Le Petit Prince, il a été animateur aussi sur L'Illusionniste. Et lui, donc du coup, il a vraiment participé au projet. J'ai l'impression que c'était presque une co-réalisation en fait avec Rémi Chaillet. On peut noter aussi Slaven Rees, qui a été directeur artistique aussi sur le film. Il a supervisé l'animation, il a bossé sur... Non, pardon, il a été superviseur d'animation sur la légende de Klaus, qui va sortir sur Netflix prochainement, là, qui va être en mode Noël, là. Il a fait je l'ai noté juste pour vous. Il a fait de l'animation 2D sur Aladdin 3D moche, qui est sorti là il y a pas très longtemps. Et il a été animateur sur le Chant de la Mer aussi. Et voilà, il y a aussi Patrick Suot qui a été le directeur artistique Couleur, qui est une grosse culture en fait en culture générale, enfin culture en peinture. Et il a supervisé les décors sur les Lascars, il a fait des color cards aussi sur J'ai perdu mon corps. Donc voilà, j'ai nommé comme ça quelques petits films qui peuvent être sympas à regarder, sauf Aladdin 3D moche. Et alors, j'ai envie de vous poser la question de qu'est-ce que ça apporte en fait cette direction artistique si particulière, sans cerner, juste en aplat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Oh non,
Non, je veux bien, Léna, je veux bien, vas-y. mais bah ouais, moi j'ai aimé le film, tout le monde l'a compris, j'ai adoré, c'est trop beau. Ouais, je suis dans ta team. Hein, C'est franchement. trop beau. Non, 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 en fait ça change. Et alors, parce qu'au début je me suis dit, ah c'est joli, c'est cool, ça change, j'aime bien ce qui est nouveau. Puis je me suis dit, non, vas-y, essaie de justifier un peu le fait qu'il n'y ait pas de cerné. Bon, il n'y a pas de justification. En fait, il a repris l'idée du film sur quoi il avait travaillé, Brandon et le secret de Kells. Oui. Et du coup, en fait, il reprend les mêmes dessins un petit peu. Et vu que c'était un peu trop copié, j'ai vu. Après, Ah ouais. peut-être que j'ai mal vu. C'est peut-être une idée. Et du coup, il a enlevé les contours pour changer. Après, je me suis dit que ça allait super bien avec l'histoire dans le sens où c'est le Nord, il n'y a rien, c'est vide, c'est Non, l'aventure, on ne sait pas où on va. Et du coup, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de délimitation. J'ai bien aimé. Et on voit plus le grain du coup du dessin un peu. Ah Parce oui. que du coup, des fois, le cerné, selon comment on les mis, Ça- je dis pas, mais des fois, ça lisse. ouais, ça lisse un peu ce truc. Et Et moi, j'avais écouté aussi, il disait qu'en fait, le truc, le cerné, à la base, il y était. Et en fait, quand il l'a enlevé, ça a fait un déclic. Il a dit super, j'ai ma direction artistique qui est là. Mais je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais effectivement, avec un cerné, je pense que le film est pas très jojo. Hein. Ça apporte vraiment de la douceur. Je sais pas si c'est le cas pour vous ou si ça vous a pas trop touché, Alex. Là, en fait, en regardant le film, ça m'avait pensé en fait au dessin de Nicolas Roerich, qui est un peintre russe qui fonctionne aussi beaucoup et qui a fait beaucoup de décors en aplat comme ça. Voilà. Vous regarderez les images chez vous parce que. Ouais, c'est ça. Je vous conseille réellement cet artiste, il est magnifique. Enfin, son travail est magnifique. Roerich. Roerich. Et c'est vrai qu'il participe aussi beaucoup à l'esthétique russe, on va dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, je pense que vu que c'est aussi... Enfin, il y a un côté très contemplatif quand même du Nord et du pôle, etc. Et je pense qu'ils avaient besoin de trouver une signature au niveau de la recherche pour le décor, enfin, dans le traitement du décor, etc. Et je trouve que, voilà, déjà c'est un film en 2D, c'est le premier film en 2D qu'on traite, je tiens à préciser. Et c'est vrai que ça donne, oui, un cachet. Ça donne un cachet. Voilà. Après, est-ce que ça se lie bien à l'histoire avec ce que ça raconte? Enfin, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Mais dans ce cas-là, si je veux être méchante, je dirais que c'est aussi plat que les émotions. Oh mon Dieu! la porte est sur ta gauche! La violence du propos. Non, mais après, je trouve ça joli. Moi, c'est le caractère design que je n'aime pas. Ok. C'est vraiment. Je trouve que les couleurs sont très belles, les décors très beaux, mais je trouve que vraiment au niveau des personnages, c'est pas très original, c'est pas très intéressant. Je trouve que c'est un peu trop simple. Enfin, je saurais pas, j'ai pas tellement Il te manque un truc qui. Ouais, qui te raccroche. J'aime pas, je trouve pas ça original vraiment. Oui. Bah, là, je suis pas d'accord parce qu'on a traité de Shrek tout à l'heure qui est en 3D et pourtant je trouve que les plans sont tous au même niveau pour le coup. Non, c'était la blague juste pour les aplats parce que c'est des aplats de couleurs, c'est tout. T'inquiète pas. Après j'ai lu qu'au niveau du budget, ils avaient été un petit peu limités pour les éclairages et je sais pas si le fait de l'avoir lu avant m'a un peu aiguillé, mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient très belles, notamment dans le train quand les lumières sont très belles. Quand elle fugue. Ouais. On ressent vraiment bien, je trouve, le soleil un peu ras au niveau de l'horizon, enfin le soleil hivernal. Et à plusieurs moments aussi, j'ai trouvé ça très beau. Et parfois, ça manque. Alors, je sais pas si c'est dans ces moments-là. C'est une où ils ont pas eu volonté le budget. aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, là, pour le coup, ça devenait un peu plat, mais vachement lumineux de manière Mais générale. apparemment, il y a eu un gros travail sur la lumière parce que je sais que dans les commentaires, ils disaient qu'ils avaient pris quelqu'un qui ne s'occupait que de ça et de gérer la lumière. Et Dans toutes les séquences, elle y est pas. C'est ça que je trouve bizarre. c'est ça, c'est qu'on a des fois de très belles séquences où tout d'un coup on a des gros contrastes avec la lumière et les ombres et tout. Et oui, c'est pas toujours le cas. Alex. Oui, tu parlais de la scène du train, donc c'est pas très intéressant du coup, vu qu'on est reparti sur la lumière. Je trouve qu'il y a des choix de lumière qui sont vachement intéressants, enfin des choix de mood color au niveau de la lumière. Je pense à un plan particulier où elle marche dans sa maison et en fait il y a les rayons des fenêtres qui est rose sur quelque chose de très très sombre, très 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 joli.
Et simplement, on parlait du décor par exemple du train, et c'est vrai que bon, voilà, pour encore rejoindre toujours mon point de vue sur la question, mais c'est vrai qu'il y avait des jolis décors russes et de la campagne russe que je connais, enfin que j'ai vu, que je connais bien, et c'est vrai que c'était aussi très agréable. Après, moi je trouvais que on lisait tout extrêmement bien. Tout ce qui était à l'image, on arrivait tout à voir les personnages, les décors, comment ils étaient accrochés, alors qu'il n'y a quand même pas grand-chose. On dirait que ça fait des taches de couleur. Et c'est vrai que Et c'est je pas trouvais que c'était évident. assez fort, hein, parce que... Mais la compo est bien, je trouve. Ouais, franchement, La lecture. il y avait un bon truc. Et lui, Rémi Chaillet, son truc aussi, ça a été que l'animation a été majoritairement faite en France. Et elle a juste. Et donc l'animation a été européenne parce qu'il y a eu aussi un studio au Danemark. Mais en tout cas, il n'a pas voulu de sous-traitance en Asie ou aux Philippines comme ça se fait sur beaucoup de séries, de Et ils films. le disent en plus, oui, dans les. Et oui, dans les et ils le séries. revendiquent vraiment parce que, bon, bah, ils disaient qu'ils avaient moins le sens et tout, mais et aussi qu'en fait, aux Philippines et en Asie, ils sont beaucoup moins payés. Et du coup, c'est ce truc aussi de. Ben, eux, ils font ça, ils font les dessins, ils sont payés au dessin, donc ils travaillent à la chaîne pour vivre en fait. Donc il y a vraiment un truc un peu compliqué. Donc j'ai trouvé ça bien. En même temps, ils ont eu beaucoup d'aides. Je sais pas si vous avez vu tous les logos Ouais. à la Ouais, fin, à la fin, toutes les aides des régions, du pays, de je sais pas quoi. Donc ouais, Brice. Bah, ouais, c'est pour ça que moi ça me coûte un peu de critiquer ce film parce que bah, ça reste un beau film et je culpabilise un petit peu d'encenser Shrek et de démonter celui-ci. Non, je suis d'accord. Sachant que le gars on pourra peut-être le croiser, peut-être qu'on pourra bosser avec lui. Enfin, J'aurais pas mis la même BO par contre. Je pense Du qu'on coup, est tous les deux dans le même club de la gênance. Là. C'est que oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, c'est ce qui m'embête, c'est que ce film est vraiment très beau. Et malheureusement, ouais, j'ai rien ressenti, mais je trouve il est magnifique. Il faut le voir quand même. Ah, je suis d'accord. C'est Alex. Je pense que tout ça pour dire que l'animation en France, c'est dur. Non mais réellement, enfin ce que je veux dire c'est que quand j'ai vu le film, il a bossé déjà sur Calamity, ça fait 3 ans, 4 ans. T'es pas au bout de tes peines. Il est en work in progress, enfin il a présenté un work in progress à Annecy cette année, donc en 2019. et certainement l'année prochaine. Ouais, c'est ça, et quand il avait présenté Calamity, il était en recherche du financement. Donc bon, après voilà, je pense qu'on aura l'occasion de le retraiter. Je trouve que ce qui est, enfin d'en retraiter, pas de retraiter les retraites, bref. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de retraiter quand on parlera de films français. Je veux que ça maintenant. Quand on reparlera de films français, que ce soit pour J'ai perdu mon corps, Calamity, ouais. Ma vie de courgette, etc. L'animation en France, c'est super dur. Et c'est super dur de trouver du financement. On a toujours la Poitou-Charentes qui est là pour financer. Arrêtez de critiquer, s'il vous plaît. Non, mais réellement, ils sont tout le temps là. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on a réellement une patte. On a réellement des idées. Ce que je veux dire, on a des propositions. Ce que je reprochais à Zootopie la dernière fois, c'est qu'en France, on a des propositions, qu'elles soient esthétiques ou scénaristiques. Et c'est dommage. Je trouve ça incroyablement dommage de voir un tel je vais pas dire échec au box-office, mais d'un tel déficit. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est vu dégueulasse. c'est la distribution aussi qui fait beaucoup de choses. Oui, Et, c'est comme, il y en a plein des films, on pourrait en citer des milliers, des films qui sont mal distribués, qui sont distribués dans 3 salles à Paris, parce que voilà. Effectivement. Lui aussi, j'ai séché des cours pour aller le voir. Non, voilà, genre, ce que je veux dire, c'est que ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue, c'est un truc qui me rend dingue. Je comprends. Est-ce que vous voulez qu'on passe peut-être à la musique ? On peut citer Jonathan Morali, qui a été le compositeur sur le film, et qui a fait la musique de Life is Strange 1 et 2, donc le jeu vidéo. Ah, j'adore la musique. Et la musique est super. C'est vrai. Et j'ai noté aussi, je sais pas si vous l'avez vu, Moebius, c'est un film live action parce qu'il y a Jean Dujardin et Cécile de France. C'est un film d'Éric Rochant. Et je l'avais vu à un moment où je me suis dit, j'adore Jean Dujardin, je vais tout regarder. Il était pas mal, il me semble, dans mes souvenirs, mais je me souviens plus. Je pense que je le confonds avec d'autres films. Est-ce que vous avez aimé le travail sur le son
la musique, l'ambiance que ça pouvait donner, Elena? Oui, moi j'ai tout aimé, hein, c'est original, hein, comme commentaire, d'accord, me demande mon avis. Oui, non, la musique est folle. Et pour le son, alors moi j'ai noté un film ASMR. Non mais c'est vrai, et en fait, parce qu'on en parlait avec Alexandra en dehors du son, je sais pas comment ça dit, et que le son était très doux, tout ça, et en fait ils ont enregistré sur un vrai bateau, ils sont allés faire les vrais sons et tout, parce qu'en fait ils travaillent avec un animateur, je vais l'avoir, Sébastien Godard, qui du coup lui a dessiné le bateau, le Norge, qui est en 3D, pas en 2D celui-ci. Et en fait, du coup, ils sont montés sur un vrai bateau et ils ont emmené toute l'équipe et il s'est dit je donne des ordres et vous répétez les ordres et on fait comme si on était une équipe, comme si on était sur un vrai bateau et on se met dans l'ambiance du bateau. Et c'est trop bien et en fait, tu le ressens, moi je trouve. Enfin, les bruits des coques, le bruit de la glace, des nœuds. Et en fait, il leur a appris à faire des nœuds, il leur a appris à vivre sur un bateau. Ça, mais le bruit de la glace, le bruit du vent. En fait, c'est bête à dire, mais tu sais, genre parfois, j'arrêtais d'écouter le film juste pour me rendre compte d'un quel point il y a un travail sur le son qui est assez génial. Ce qui marque le film, je trouve, c'est des grands moments de silence, en général, ou à l'inverse, tu vois, tous les Disney, etc., qui surenchèrent de musique, etc., pour dire reste éveillé, reste éveillé. Là, le silence, il est glaçant, du coup, il va bien avec ces moments où ils sont coincés ou quoi. Et on ressent le vent, enfin là je peux te dire, il commence un peu à faire froid et on avait très froid dans le lit. Vous étiez combien? 8. Putain, voilà. Normalement. Mais et la musique est assez moderne aussi. Et j'ai juste adoré. Il y a l'impression, j'avais des fois l'impression que c'était du Lumpal ou enfin le son en arrière. Enfin bref. Oh non, parce que moi j'aime. T'aimes pas? J'aime pas trop le Lumpal. C'est pas grave, hein. Mais j'ai beaucoup aimé la BO. Brice? Non, moi pour la BO j'étais un peu confus. Après j'avais lu qu'ils voulaient pas faire une espèce d'imitation de musique russe. Ça aurait été génial. Slash, une valse russe là. Bim. Slash musique d'aventure. Et donc pour ça c'est bien, mais j'ai eu l'impression que c'était Xavier Dolan qui avait fait la BO. Parce que c'est pop dépressif, on peut dire. Je suis d'accord. Et j'aime beaucoup Xavier Dolan. Moi j'aime bien aussi. Beaucoup la pop dépressive. Mais ouais, du coup, là pour le coup, j'arrive pas à savoir. Ouais, t'es un peu mitigé, ouais. J'accepte, mais je l'ai écouté sur des mauvaises enceintes, je pense, donc... Parce que je suis d'accord, moi je trouve que ça rejoint un peu tout mon avis sur les émotions, tout ça, machin. La musique, elle est belle. Pareil, je suis devant un tableau avec une jolie musique de fond, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'emporte totalement. Après, c'est plus sur les sons, en effet, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail, comme on disait, on se sent vraiment sur un bateau, on entend le vent, la neige, et moi d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque là-dessus, parce que le scénariste qui disait qu'en effet, ce qui était formidable sur ce film, c'est qu'ils ne se sont jamais appuyés sur les dialogues. Vraiment, tout est porté par l'image et le son. Il disait qu'il n'y avait jamais de pléonasme entre dialogue et image et que c'était pas évident parce qu'en animation, c'est ce qu'on fait le plus souvent en fiction. Donc d'après lui, en animation, il faut croire qu'on ne fait pas assez confiance à l'image, ironiquement, mais on a très souvent des silences. Et l'action, elle est vraiment portée par l'image, par le son, par la musique, par l'ambiance. Bon, du coup, moi, ça donne un résultat. Voilà, ça donne toujours un résultat un peu fade, mais en effet, je l'apprécie comme un tableau, vraiment. Ouais. C'est drôle parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle Le Tableau. C'est pas comme ça. C'est dommage qu'il n'ait pas fait l'âge de glace. Alors, on va se passer à un petit bout on va se passer la BO du film. Donc de Sid Matters, High Life. Summertime, trying hard with your summer clothes, you expected more. With your heart jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old heart.
lonely streets. Let me run away from the burned house. Oh, in the fast lane we go. High life knocking at my door. I'm not ready to take it. High life knocking at my door. I'm not ready to take it. High life knocking at my door. Now you spend your life waiting for a sign, living downtown in the old house. 1,000 lonely years hiding in the ground, living downtown in the old house. Fast lane we go. Fast lane we go. Fast lane we go. Fast lane. On va maintenant s'intéresser à la scène qui vous a le plus marqué, en bien ou en mal. Peut-être Sarah, tu veux commencer? Moi, ça va être assez paradoxal, c'est que ma scène préférée, c'est celle où elle marche dans le blizzard et qu'elle est perdue et que tout d'un coup, elle tombe sur le corps de son grand-père gelé. Mr. Freeze. Voilà. J'ai jeté Et- un froid. C'est que d'un côté, comment dire, je trouve que c'est encore un très beau tableau. C'est fort, il n'y a pas de parole, elle dit rien. Bon, oui, il peut pas lui parler, il est gelé, c'est ça. J'avais juste l'image de Jack dans Shining, et j'imagine son grand-père était mort gelé comme ça, avec cette tête à la fin de Shining. Parce qu'en vrai, le grand-père a vraiment la tête de je suis serein et complètement gelé. Alors qu'en vrai, normalement, t'es en mode C'est clair. C'est ce que je me suis dit à cette scène. J'ai pensé à Titanic et je me suis dit, s'il avait été sur sur une porte. sur une porte d'armoire, il aurait survécu. C'était affreux. J'ai retrouvé mon grand-père à moitié mort et c'est une porte à côté. Oui, Sarah. Oui, bon, ouais, on Finir. redevient sérieux 2 secondes. Mais donc c'est un très beau tableau. Voilà, c'est graphiquement c'est beau. En plus, à ce moment-là, il y a la musique parce qu'il y a un bout de comment t'appelles ça, de glacier, Ouais. qui se détache en fait, Oui. et donc son grand-père part à la dérive, s'éloigne d'elle et elle le regarde juste partir comme ça, comme si elle acceptait en fait sa mort qui part. Enfin, c'est très poétique. Je trouve ça très poétique, et en même temps, ça m'a pas décroché une larme. Ouais. C'est le problème. Et je trouve que normalement, une scène pareille, ça aurait dû me faire chialer. Je répète, les scènes de papy-mamie, ça me fait chialer. Et là, rien. Mais je l'ai quand même trouvé beau. Beau graphiquement, belle lumière, belle musique. Enfin, Oui, Ouais. poétique. Léna. Moi, en scène préférée, j'en ai pas, j'ai beaucoup tout aimé. Non, moi j'ai beaucoup aimé la scène, alors complètement. En fait, j'aurais pu la regarder les yeux fermés. Quand elle rentre dans le Davaï, qu'il le trouve et que tu sais, elle ouvre toutes les portes et que tout a un son. Vous voyez ce moment où quand il neige, bon alors je viens de la montagne, ça va expliquer beaucoup de choses, c'est pour ça que je précise. Il y a sur les trottoirs, il y a la neige gelée et il y a ce petit rebord de neige un peu craquelé et le but, le jeu, nous quand on était petits et on le fait toujours maintenant, c'est de marcher dessus et ça fait un bruit particulier. Ouais, mais non, parce que le scrooge c'est dans la neige. Ouais. Et C'est ça dans fait la un- poudreuse, et là c'est vraiment la face Ça a craquelée. vraiment- et en fait, c'est tout le temps tout pété parce que c'est le jeu de tous les enfants, c'est un bruit particulier qui. C'est comme un câlin, quoi. C'est un jeu. c'est Et trop- t'essaies de pas la casser. Bah non, t'es obligé parce que Oui, c'est oui. hyper fin, c'est comme marcher sur de la dentelle. Et elle ouvre la porte et il y a tout qui craque et elle marche dedans et il y a ce son. Et j'étais là genre, oh, j'ai 6 ans et je suis dehors. Et ça vous amusait?
En fait, c'est de la ASMR ce film, c'est pour ça que j'ai du mal. Brice, toi, t'en as une ou pas de scène? Alors, j'ai beaucoup critiqué ce film et j'en suis désolé parce que j'ai envie de l'aimer beaucoup. Donc, pour contrebalancer, je vais choisir une scène qui m'a plu, voire ému. Parce qu'il y en a un quand même. Mais après, il y va. Toi, Sarah, c'est les papis qui te font rire et moi, c'est la patates. reconnaissance d'un père. Alors, P-A-I-R-E ou P-E-R-E, ça dépend quand vous voulez l'orthographier. Mais le moment où le capitaine finit par reprendre la défense de Sacha en mettant une grosse droite à celui qui la critiquait et la rendait responsable du merdier dans lequel ils étaient. Ce genre de personnage un peu taiseux, tu sais pas trop s'il dit oui, mais en même temps il est un peu contre tout le long, et là il exprime enfin, par la colère certes, son point de vue en la défendant. Et moi j'ai fait oh, c'est ça que je veux dans ma vie. Et toi, Alex? J'aurais tendance à dire la même scène que toi, parce que je trouve aussi storyboard tout est génial. Mais bon, donc du coup, je vais en choisir une autre. Je trouve que la scène de la fugue, avec quand elle sort donc dans Saint-Pétersbourg, enneigé, avec voilà. C'est là qu'il y a la chanson quand elle est pétée de thunes, elle paye pas son billet SNCF. C'est ça. Oui, moi aussi, je me suis évidemment. dit la même chose. Comme un enfant, elle va partir à cheval. Bon, il y a un côté très Mulan quand même. Oui, je suis d'accord. Dans cette fugue, et j'aime bien cette scène aussi dans Mulan. Mais c'est vrai que ça fait très Mulan, j'y ai pensé aussi. Pourquoi d'ailleurs? Je vois pas trop. Elle fuit à cheval pour sauver l'honneur de sa famille. Ouais, Mulan c'est pareil, c'est en cachette. Elle se travestit. Ah non. Elle aurait pu, si elle était tombée dans ce. Oui, c'est vrai. Toute petite parenthèse, parce que tu parles de Mulan, moi ça m'a fait penser à Mulan et quand elle est sur le bateau, un peu à la planète au trésor. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé à la même chose. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Dans ce cas-là, si je suis pas la seule, je trouve qu'il y a quand même. Ok, il y a un petit parallèle. Moi, c'était le moment, ça va être la joie, hein. Le moment où ils meurent tous de faim et ils se battent pour de la bouffe, où tu ressens vraiment le froid, la faim, ils ont chi. Et vraiment, pour le coup, là, tu vois, ils se battent, ils perdent la bouffe, ils mangent par terre. Il y a un truc où tu vois que les mecs, ils sont à bout. Et il y a même un moment où je me suis dit, mais là, vous faites du mal, rentrez chez vous. C'est là que vraiment tu te dis, c'est pas pour les enfants de 10 ans, quoi. C'est pas pour les gosses, quoi, ce film. Eh bien, ça s'entretue pas non plus. Enfin, ils auraient pu. Non, mais le cannibalisme, la méduse. Moi, je vois pas pourquoi c'est pour être un film pour gosses, en fait, parce qu'on parle quand même plein de choses très dures. Eh bien, on va pouvoir passer à la séquence potin. Eh oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. La séquence potin. On m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, hein. Je suis choqué. Donc, dans la séquence potin, j'ai sélectionné une petite histoire. J'ai contacté une amie, donc je sais pas si j'ai le droit de dire son nom ou pas, je vais l'appeler Brigitte. Mais je l'embrasse très fort, on l'invitera sûrement pour un épisode prochain. Elle a travaillé sur le film et en fait, elle m'a raconté que Rémi Chaillet, donc le réalisateur, avait un projet beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre à la base. Donc ça explique peut-être cet entre-deux qu'il y a. En fait, le film, il devait s'adresser à un public de plus de 14 ans. Donc il devait y avoir du sang et tout. Et il devait y avoir des morts de personnages. Et le périple de Sacha, il n'était pas aussi calme que ce qu'il a été au final. Et le problème, c'est que pour le financement du film, ça a été compliqué. Et ils ont dû réécrire ce scénario pour pouvoir avoir un financement. Donc il y a Rémi Chaillet qui était vraiment très déçu de devoir adapter ce scénario-là pour adapter pour tout le monde en fait au final, alors que c'était pas son idée de base. Pour les enfants. Ouais, c'est le problème. Le problème, c'est que les financeurs, ils disaient que ça allait pas, c'est des vieux croutons. Ils pensaient pas que ça, pour eux, les films d'animation, c'est pour les enfants. Et ils pensaient pas que ça allait marcher pour les adultes. Et donc, on se retrouve avec des réalisateurs qui sont absolument pas libres de leur choix, qui sont obligés de se plier aux volontés de ces vieux financeurs qui ne connaissent rien en animation, en plus, la plupart du temps. Et donc, Brigitte, par exemple, elle voulait être réalisatrice, mais elle a abandonné ce projet, ou en tout cas, elle l'a mis entre parenthèses, mais j'ai l'impression qu'elle était plus dans l'abandon. Mais elle disait que c'était trop difficile, c'était trop de... En fait, à la fin, elle donnait l'exemple, par exemple, qu'un réalisateur, c'est un mec, il prend une poignée de sable et il court avec le plus vite possible. Et donc, du coup, il perd tous les grains, tu vois. Et donc, le but, c'est d'en garder le plus possible et de garder un peu cette essence du projet. Mais c'est fou que
c'est fou que quand même on fasse l'animation française, elle soit reconnue dans le monde entier, qu'on fasse des histoires en fait qui se font de dingue, hein, parce qu'il y a vraiment des projets de fous qui se font museler parce que les financeurs ne veulent pas donner d'argent pour le film. Et donc on se retrouve avec des films un peu hybrides peut-être aussi, où tu sens qu'il y avait une volonté derrière. C'est peut-être pour ça que le film il a envie de vous toucher, et en même temps il y a un truc qui passe pas. Et en plus, donc le truc, c'est que Brigitte, en plus, est une femme. Donc il y a ce problème en plus de sexisme ambiant et qui montre bien la mentalité de ces gars qui financent. Mais on va garder espoir parce qu'on se dit que cette génération-là, elle va arriver bientôt. On espère que ça voilà, ça change. c'est des trentenaires qui sont motivés. Brice. En fait, c'est le problème quand les producteurs essaient de prendre en charge en gros le film d'animation pour le ramener pour des enfants et que ça fonctionne auprès des enfants, c'est que ça fonctionne plus du tout et pour personne, et du coup ça se plante comme Ça là. peut te gâcher un film. Donc avis aux producteurs, arrêtez de faire ça et laissez les gens libres de leur choix. Parce que c'est bien la preuve que là ça va fonctionner. Donc ben voilà, on va pouvoir peut-être on a analysé et débattu, on va peut-être pouvoir répondre à la question qu'on a posée au début de l'émission. Peut-on réaliser un récit d'aventure dramatique en animation? Oui, non, peut-être. Ne se prononce pas. Est-ce que c'est dramatique? Oui. C'est un drame. Hein. Le genre, il y a marqué, je crois qu'il y a marqué action drame, alors que c'est pas vraiment de l'action. Alors c'est affreux, je crois que je vais dire non, parce que moi j'ai pas du tout compris que c'était un drame. C'était une comédie. Bah non, mais je trouvais ça une balade. Non, mais c'est pas une tragédie, tu vois, c'est un drame dans le sens, elle a perdu son grand-père, il y a un voyage. Ouais, mais pour moi c'est pas un drame, elle a perdu son grand-père, elle a tout perdu, quoi. Excusez-moi, mais c'est un peu vrai. Moi j'aurais tendance à dire. Alors après, en fonction de notre bagage, on peut tous plus ou moins citer des exemples d'adaptation de drame en animation. Maintenant, je trouve que ici, ça passe très très bien. Et l'animation sert au drame et donne en plus d'une puissance esthétique, enfin une puissance dramatique, je trouve à la hauteur. Moi je suis d'accord. C'est-à-dire que même si je me suis plaint du film et tout, je trouve que ça fait un bon drame d'aventure. Parce qu'en fait, pendant que je le regardais, je me disais, j'imagine totalement ce film être fait en live action. Non, oui, mais je veux dire, il a ce qu'il faut pour. On aurait pu le faire comme ça. Et je trouve et en plus, ce qu'il disait aussi sur la manière dont ils ont travaillé l'image et les dialogues, je trouve que c'est presque travaillé comme un live action. Moi, je trouve qu'il répond à la description d'un drame d'aventure. Et que ça marche et que l'animation est faite pour le drame aussi, pas seulement pour le film familial. Moyennement d'accord. Je pense que l'animation de manière générale peut le faire. Voyage de Chihiro, c'est un voyage. Les hirondelles de Kaboul. Voyage? Non, mais non. Drame. Voyage. Fantastique. Je sais pas si on Très peut bien. dire c'est un drame. Je trouve qu'il c'est un film fantastique. Oui, mais puis fantastique et dramatique aussi. Après, sur le truc du voyage initiatique, pour moi, il m'a fait plus chialer que celui-ci. Voilà. Oui, d'accord. Là, pour ouais, bon. Très bien. Bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Waouh, je suis triste d'avoir répondu non à la question, que j'ai adoré le film. C'est ton avis. Oui, ça fait des suspens. Bah, en tout cas, merci à vous, auditeuristes, de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode. On remercie Ramzy pour les jingles de l'émission. Oui. Merci à vous quatre. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. La prochaine fois, ce sera une surprise. Oh. Bisous. Bisous.